Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Août 2020, une catastrophe s'abat sur Beyrouth au Liban. Une explosion ravage le port et ses alentours, faisant de nombreuses victimes. Quelques jours plus tard, dans la boucle WhatsApp de Yoga Kundalini auquel j'appartiens, dédicace Anne Bianchi, et qui regroupe plus de 200 personnes, je lis le message de Nadine, que je ne connais pas. Blindée d'énergie, prête à déplacer des montagnes, elle nous appelle à faire des dons. Elle s'occupera ensuite de les récolter et d'envoyer les colis directement au Liban. Je n'ai pas retrouvé le message exact qu'avait envoyé Nadine ce jour-là, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti en le lisant. L'énergie, la volonté, l'altruisme, l'ancrage surtout. J'ai voulu en savoir plus, et j'ai alors découvert qu'elle était coach, et qu'elle avait créé sa propre méthode au nom d'Aligné, et sa propre structure, numéro 11. Je lui laisse la parole. Bonjour Nadine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Anne-Laure, écoute, merci beaucoup. Je suis ravie aussi d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors en quelques mots, tu voudrais que je me présente en fonction par rapport à ce que je fais professionnellement, par rapport à qui je suis? Écoute, fais-le spontanément, et plutôt ce que tu fais aujourd'hui, parce que ce que tu es, on va y revenir un peu plus en détail dans la suite du podcast. Ok, alors écoute, professionnellement, je suis thérapeute, plus précisément hypnothérapeute. Je suis coach de vie, coach professionnel, et je me suis formée au yoga Kundalini. Donc, j'enseigne le yoga Kundalini également. D'accord. Et donc, tu as monté ta structure qui s'appelle Numéro 11. C'est ça. Il y a 2 ans de ça, j'ai monté une structure qui s'appelle Numéro 11 parce que ce chiffre est un chiffre important pour moi. D'accord. Sur ton site, quand tu expliques toutes les raisons qui t'ont amené justement à appeler ton cabinet ou ta structure Numéro 11, tu dis notamment, je cite, 11 ans, c'est l'âge où je suis arrivée à Paris suite à la guerre du Golfe, l'âge où j'ai appris à vivre avec mon instinct de survie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. En fait, moi, je le dis et c'est ce que je ressens. Mon premier grand tournant de vie s'est passé à l'âge de 11 ans. Où en fait, je suis passée très rapidement du monde de l'enfance à un monde qui est un peu plus dur qu'est le monde de l'adulte, sans transition en fait. Je suis passée de, comme je te dis, du monde de l'enfance à vivre une guerre, à la voir, à l'entendre, et de quitter le pays où j'ai grandi, à venir très rapidement en France avec cette guerre-là. Et c'est des souvenirs, j'imagine, enfin, tu étais avec tes parents, ça a été rapide, ça a mis du temps. Est-ce que tu gardes tout en mémoire ou avec les années, on oublie peu à peu ? Alors, on oublie certaines choses, mais on n'oublie pas tout. On n'oublie pas tout, c'est marqué quand même, c'est assez marquant. Ce qui est très marquant, c'est de voir c'est de voir surtout la réaction des parents. Parce qu'à 11 ans, on ne fait pas très attention à, OK, c'est quoi une guerre? Qu'est-ce qui se passe alors? Alors moi, dans mon souvenir, par exemple, quand la guerre a commencé, la première chose, sincèrement, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est comme si c'était des vacances. Je passais des vacances à la maison avec mes parents. Donc ça a été mon premier réflexe d'enfant. J'étais très contente du coup de passer un peu plus de temps avec mes parents. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas si les vacances que ça, que en regardant, en observant la réaction de mes parents, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas normal et de déstabilisant. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'arriver à Paris, en France ? Comment tu t'es adaptée ? Comment t'as grandi, en fait, puisque tu étais encore une enfant ? Quel souvenir tu gardes de ça ? Est-ce que tu as réussi à quand même avoir une enfance heureuse ou est-ce que pour toi, ça a été une vraie coupure ?
Alors moi je suis franco-libanaise et je suis née au Koweït et j'ai appris le français au Koweït. Enfin, à la maison, on communique 3 langues, donc on parle en français. Enfin, oui, quand j'étais petite, on parlait en français, on parlait en libanais et on parlait en anglais. Donc, pour moi, au niveau adaptation en France, au niveau du français, c'était pas vraiment problématique. Là où c'était problématique, c'était en fait le sentiment que moi j'en ai eu, c'est que j'étais arrachée, j'étais déracinée du pays où je suis née, à tout d'un coup arriver dans le pays. Enfin la France, j'étais venue une fois en France quand j'avais 6 7 ans, donc c'était pas un pays que je connaissais véritablement et d'être déraciné et arriver quelque part où on n'a pas nos repères. Donc moi, j'avais pas mes repères, mes parents non plus. Donc c'était quand même une période assez challenging. Donc ça c'est ce que la coach te dirait. Ouais. En tant qu'enfant, je te dirais que ça a été très dur. Vraiment très dur, c'est un gros choc émotionnel parce que on est déraciné, mais c'est pas juste un déracinement, c'est aussi toutes les images qu'on garde et tous les bruits qu'on entend. Et ça, c'est pas des choses qui partent aussi facilement que ça. Même s'il y avait un travail, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Est-ce que la coach que tu es dirait que tu es résiliente? Je suis résiliente, il a fallu en fait. Et en fait, il a fallu que je sois résiliente et je pense que la résilience, en fait, elle est en chacun de nous. Nous sommes tous résilients. Et c'est ce qu'on a. Alors après, on peut l'activer. Alors cette résilience, on l'active dès qu'on en a besoin. Je pense que oui, sincèrement, je suis résiliente. Et est-ce que tu es retournée au Koweït depuis? Est-ce que c'est une envie que tu as ou pas du tout? Et je suis retournée à l'âge de 18 19 ans. Et ça a été un moment où, en fait, c'est comme dans un film, hein. On revient à l'aéroport. Pourtant, moi, j'avais pas pris l'aéroport pour venir en France parce qu'on a dû fuir. On a dû passer par le Koweït. Donc, on a traversé le Koweït. On est passé par l'Irak et après la Jordanie. Et c'est en Jordanie où il y a eu l'ambassade française qui nous a rapatriés en France. Donc je n'avais pas pris. Donc, la dernière fois que j'avais quitté le Koweït, je n'avais pas pris l'aéroport. Et le jour où j'arrive, donc 7 ou 8 ans après, et j'arrive à l'aéroport. Là, en fait, j'ai revu, mais en quelques instants, plein d'images de mon enfance. Ça a été ouais, assez dur, vraiment assez dur. Mais à cette époque-là encore, je ne savais pas que je vivais avec un instinct de survie. C'était comme ça. Voilà, il fallait s'adapter à la situation. Je reviens, je ne montre pas mes émotions et j'avance. Voilà, j'avance. Donc si, je suis retournée au Koweït. Alors forcément, c'était plus du tout le même pays que je connaissais, parce qu'entre-temps, il y a eu les Américains qui sont forcément arrivés et ils ont changé beaucoup de choses. Et tu dis que tu montrais pas tes émotions, c'est ton éducation ou c'était toi, ton caractère, ou tu voulais pas montrer, enfin, en tout cas, tu voulais pas exprimer le fait que c'était dur de se souvenir de tout ça? Alors, c'est pas mon éducation, mais non, je ne montre pas qu'en fait, je n'ai pas voulu montrer pendant très longtemps d'ailleurs, je n'ai pas montré que j'étais fragilisée par cet événement. D'accord. Je ne l'ai pas montré et je ne voulais pas le montrer à mes parents pour pas qu'ils se fassent de la peine et se dire, OK, bon, alors on a tous vécu ça, hein, mes parents, j'ai une grande sœur et un frère, on a tous vécu cet événement, chacun à sa façon, mais on l'a tous vécu. Et moi, véritablement, je ne voulais pas rajouter quelque chose en plus à mes parents, encore une charge en me disant, OK, on sait que ça n'a pas été facile, mais en fait, il y en a peut-être une des trois qui n'a pas su vraiment exprimer et gérer ça. Voilà. Ouais, c'est fou comme on veut toujours préserver ses parents. C'est quand même quelque chose. Ouais. Ça me fait vraiment écho ce que tu me racontes. Moi, j'ai pas vécu du tout un déracinement comme toi, mais je trouve que le fait de vouloir préserver ses parents, c'est quand même quelque chose qui est hyper ancré chez énormément de gens. Oui. En plus, on comporte très tôt en nous, mais je pense que c'est vraiment au niveau Alors ça, c'est pas éducation, mais je pense que ça fait partie. C'est un peu dans nos gènes. C'est la culpabilité. Voilà. On ne veut pas leur faire de la peine parce que si on leur fait de la peine, on leur montre qu'il y a quelque chose. On va se sentir mal et coupable de se dire, voilà, j'ai fait ça à mes parents. Donc, ce que tu as vécu, cette résilience que tu portes en toi maintenant, a posteriori, est-ce que tu peux dire que tu es coach aussi parce que tu as vécu ça? Vraiment, oui. Oui.
Oui. Je me suis vraiment sauvée, en fait. Je me suis sauvée en 2011. Vous voyez, enfin, encore une fois, il y a ce chiffre 11. Mais je Ouais. me suis sauvée en 2011. Je me suis sauvée, ouais. Je me suis sauvée 20 ans après. Parce qu'il D'accord. fallait que je me sauve. Et est-ce que tu trouves qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pratique du coaching, le fait, ta résilience? Est-ce que tu as l'impression de mieux comprendre, alors on ne dit pas des patientes, mais les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as l'impression de mieux les comprendre parce que justement, tu sais ce que c'est de se sentir vulnérable, déraciné, et que maintenant tu es résiliente, donc tu as fait de ça une force? Oui, oui, ça c'est c'est une de mes qualités. C'est d'ailleurs la résilience, c'est une de mes valeurs. C'est une de mes valeurs. Oui, Oui, c'est parce que j'ai traversé un choc émotionnel. D'ailleurs, encore une fois, moi j'ai vécu une guerre, mais des personnes vivent des chocs émotionnels sans vivre une guerre, hein, mais ne serait-ce qu'un burn-out ou voilà. Enfin, il y a des événements de la vie qui font que donc c'est quand même des choses importantes. Après, c'est cette résilience de se dire, ok, maintenant que j'ai vécu ça. Comment je fais pour avancer? Alors au début, on ne réfléchit pas en disant ça, je vais le transformer en force, parce que lorsqu'on a mal quelque part, on se dit pas tiens, je vais faire de mon mal-être une force. On n'a pas justement, on n'a pas cette force, on n'a pas ça. Mais lorsqu'on se retourne et on regarde le chemin qu'on a accompli, on se dit ouais, en fait, j'ai réussi. J'ai réussi à transformer quelque chose. J'ai réussi à transformer un événement très douloureux en quelque chose qui est intéressant pour moi et pour les autres. Et moi, c'est sincèrement, c'est ça. C'est de dire, si j'ai réussi à le faire, c'est que bien sûr, d'autres sont complètement capables de le faire et je comprends ce que peut ressentir et je peux partager en disant, OK, j'ai des outils parce que je me suis formée pour que tu puisses arriver à là où tu as envie d'arriver. c'est super fort de pouvoir se le dire, je trouve, de faire ce bilan, ce constat et de rebondir encore plus en disant, voilà, ça m'a rendue plus forte. Et en plus, maintenant, je peux aider, je me sens, c'est comme une forme d'intuition encore plus forte pour aider les autres à trouver les outils qui vont les aider à avancer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, mais bravo, Ben, hein. merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Et donc, tu as passé de nombreuses années en entreprise, il me semble, avant de te lancer dans Oui. le monde du coaching. Alors, explique-nous quel a été le déclic et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Ben, en fait, le déclic, c'est comme je disais, en fait, 2011, en 2011, lorsque je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus vivre avec cet instinct de survie. C'est très compliqué. Je ne peux pas non plus ne pas vouloir ressentir mes émotions. Je ne peux pas non plus de ne pas ressentir le corps dans lequel je vis. C'est juste pas possible. C'est une très grande souffrance qui se passe à l'intérieur. Pourtant, j'avais beaucoup consulté. Hein. J'étais très régulièrement chez les psys, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes. Enfin, j'ai beaucoup essayé, vraiment. Hein. Et je me suis dit, bon, je ne peux plus continuer comme ça. Comment je peux faire pour aller mieux? Et bon, ma mère qui a fait de la PNL et qui est sophrologue, elle me dit, écoute, tente quelque chose, vois si ça peut s'il y a quelque chose en fait derrière qui va vibrer à l'intérieur. Donc j'ai été faire une soirée découverte pour découvrir la PNL et l'hypnose. Et je me suis dit, bon, c'est là, je vais faire, je vais voir. Pas totalement convaincue que ça allait me transformer, sincèrement, mais je me suis dit, bon, j'ai tout essayé, je vais essayer ça. Et j'ai commencé à me former à la PNL et je me suis formée à l'hypnose, donc je suis praticienne en PNL et hypnothérapeute. Et Nadine, excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la PNL, s'il te plaît, pour ceux qui... Bien sûr. Bien sûr, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une discipline où en fait, on va comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et c'est surtout, c'est une discipline qui nous donne la possibilité de reprogrammer le cerveau. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a beaucoup d'événements dans la vie qu'on peut reprogrammer. On n'est pas en train de nous mentir, on est en train de changer les choses. D'accord. Et la PNL va nous permettre aussi de mieux nous connaître. De connaître, donc, comme je disais, notre fonctionnement, notre cerveau, de connaître, en fait, de découvrir nos valeurs, nos croyances, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment pour aller à la meilleure connaissance de soi. Lorsqu'on va à la meilleure connaissance de soi, on se réconcilie avec soi-même. On se guérit, en fait.
Et puis après, j'ai découvert l'hypnose ericksonienne. Et l'hypnose ericksonienne, je pense que tout le monde connaît, c'est d'aller chercher dans l'inconscient, toutes les ressources dont nous avons besoin pour les ramener dans l'ici et maintenant. Lorsqu'on dit que nous avons tout à l'intérieur de nous, c'est vrai, nous avons tout. L'hypnose va nous permettre d'aller chercher des choses qu'on pense même ne pas avoir alors qu'on les a. Et donc, c'est donc c'est pareil, c'est une discipline qui est très puissante. Donc, et voilà. Toi, tu l'as testé, l'hypnose, et donc tu as les yeux fermés. Explique-nous un petit peu. C'est pas forcément le pendule, j'imagine, mais non. Ouais, tu arrives à te déconnecter et tu parles. Enfin, en gros, le thérapeute s'adresse à ton inconscient. Comment ça se passe? C'est ça. En fait, une séance d'hypnose, c'est le patient ou le client vient avec une problématique qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les personnes, pareil, elles ont essayé beaucoup de choses et rien n'a marché. Et donc, elles disent, bon, allez, pourquoi pas l'hypnose? L'hypnose, on discute avec la personne. On discute. Donc, c'est une séance où la personne vient, elle nous dit quelle est sa problématique. Et en fait, la personne nous commence à nous donner beaucoup de... Alors, je ne veux pas trop l'expliquer parce que c'est quand même une très belle expérience. C'est une très belle expérience de le faire. Et si je lui explique, comme d'habitude, c'est le mental qui va venir et qui va essayer en fait de tout analyser. Et je ne veux pas donner trop de détails pour que les personnes vivent ça, qui est très intéressant. D'accord. En gros, le thérapeute va aller chercher la solution qui est à l'intérieur, qui est dans la tête du client, qui est à l'intérieur du client, pour la ramener dans l'ici et le maintenant. Voilà, de façon très brève. Et donc toi, ça t'a permis en tout cas de te dire, je veux devenir coach, je saute le pas. Alors non, parce que moi, j'étais directrice commerciale et marketing. Je ne pensais pas du tout faire ça. Et la vie a fait que j'ai commencé en entreprise à accompagner et à faire du coaching. Alors bien sûr, j'ai découvert d'autres outils comme l'analyse transactionnelle, l'approche systémique, les outils de bilan de compétences. J'ai découvert beaucoup d'autres outils sur lesquels je me suis formée et j'ai commencé à accompagner en entreprise. 2018, arrive un événement, je sors donc je décide de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais et je me suis lancée au début, bien sûr, dans quelque chose que je faisais beaucoup en entreprise. Donc, c'était l'accompagnement des équipes commerciales. Je faisais beaucoup de stratégies d'entreprise aussi. Donc, c'était la première chose que j'ai faite lorsque je me suis lancée dans cette belle aventure. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, OK, c'est chouette. Je sais faire de la stratégie d'entreprise, je sais faire de l'accompagnement, c'est bien, mais je manque de sens. J'adore ce que je fais, mais ça manque de sens. C'est pas véritablement ça, en fait, qui est très important pour moi. Et ce qui était très important pour moi, c'est ce que je propose aujourd'hui, donc à mes clientes et quelques hommes, parce que mes clients sont surtout des femmes. Ce que je leur propose, c'est toute personne qui se pose des questions sur le sens. Voilà, elles sont en quête de sens. Elles se posent des questions sur, OK, je fais un métier, mais qu'est-ce que je fais après? Je suis pas si épanouie que ça. Des personnes qui ont beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de limitations, beaucoup de croyances. En fait, toutes les personnes qui se sentent très limitées, alors qu'en fait, chaque être humain a un potentiel illimité, et on va travailler sur ça. Voilà. Et donc, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode alignée, qui en maximum 11 séances, que la cliente arrive à résoudre sa problématique, que ça soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle. Justement, là, tu parlais de tes clientes. Est-ce que tu as des hommes ou c'est une majorité de femmes qui viennent te consulter? Ouais. D'accord. Et à ton avis, pourquoi? Pourquoi alors, je ne voudrais pas faire une généralité, bien sûr. Non, mais vas-y. Parce que ça serait pas très sympa. Serait pas très sympa, parce que j'en ai quand même quelques-uns des hommes qui disent « je viens ». Parce que je pense que l'homme est plus dans un côté, je fonctionne en mode pilote automatique, c'est comme ça, et puis de toute façon, j'ai pas le temps de me poser des questions.
Voilà. La femme, elle a un pouvoir d'abord créateur, elle crée, ça c'est un pouvoir qu'elle a, et elle a un pouvoir, en fait, une femme, elle gère aussi beaucoup de choses dans sa vie. Donc elle a un travail, elle est mariée, elle a des enfants, elle a des rêves, elle a des envies, donc elle a déjà beaucoup de choses. Et à un moment donné, elle arrive en se disant, OK, je me suis peut-être pas fait passer en premier. C'était très important tout ce que j'ai fait, il y a plein de domaines, voilà, mais j'ai peut-être pas... Là, maintenant, j'ai envie vraiment de travailler sur moi et de peut-être de vivre quelque chose que je n'ai pas encore vécu. Je ne me sens pas alignée. Voilà. Ouais. L'homme, j'ai l'impression, en tout cas, c'est vraiment une interprétation, hein, ne se pose pas ce genre de questions. Ne se pose pas la question de est-ce que je suis alignée. C'est OK, j'ai un boulot et j'ai une famille et je fonce. Et est-ce que ton métier, et est-ce que tu vois ça dans tes clientes qui se font coacher, est-ce que justement le fait après de s'aligner, est-ce que ça n'a pas une influence justement sur la personne qui partage ta vie? Est-ce que ça peut pas justement l'encourager à ouvrir les yeux sur certains blocages, ou est-ce qu'on n'a pas une influence positive justement quand on décide de se faire accompagner? Alors, écoute, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de divorce. J'ai pas eu de divorce, j'ai pas eu de séparation, donc pour le moment tout va bien. Quand la cliente, en fait c'est marrant parce que dans la première séance qu'on fait ensemble, donc en fait c'est un diagnostic. Voilà, je propose à toutes mes clientes et clients un diagnostic, c'est de se dire où je suis aujourd'hui et où je veux aller. Et je pose des questions sur les différents secteurs, domaines de vie, c'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce que tu te sens dans ta vie de couple, où est-ce que tu te sens dans ta vie amicale, dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle, dans ton propre développement personnel, comment est-ce que tu te sens dans ton travail, comment est-ce que tu te sens au niveau de tes finances, au niveau de ta carrière. Donc la personne, elle s'auto-évalue. D'accord. Et je lui dis, où est-ce que tu veux aller ? Parce qu'on ne peut pas commencer, bien sûr, un accompagnement sans savoir où se trouve la personne et où est-ce qu'elle veut aller. Et pour moi, c'est très important parce qu'à la première séance, on se fixe un ou des objectifs pour que la personne atteigne ces objectifs-là. Et bien évidemment, je ne la quitte pas tant qu'elle n'a pas atteint ces objectifs. Donc, par rapport à la question, lorsqu'il y a un problème de couple, forcément, lorsqu'on va commencer, en général, les femmes qui viennent vers moi, elles ont une problématique professionnelle. Voilà, c'est je n'aime pas ce que je fais ou je ne trouve pas de sens et je ne sais pas quoi faire d'autre et ceci et cela et là. Donc, on arrive par la porte professionnelle, mais lorsqu'on bouge quelque chose, tout bouge, mais pour le mieux. Donc, pour le mieux, c'est si une personne, elle avait un problème dans son couple, en fait, il y a des choses qu'elle comprend parce que nous sommes, alors on le sait, on ne peut pas changer la personne qui est face à nous. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc, on laisse tomber les interprétations. moi, je voyais plutôt ça d'une manière en fait positive, tu vois, le fait de quand tu entames un coaching ou une thérapie, ça forcément ça peut aussi avoir une incidence sur la personne à côté de toi. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément ta vision toi de ton couple, mais cette personne, lui ou elle, peut se dire, en fait, de la voir ou de le voir évoluer, changer. Moi, ça me ramène à ma situation. Et est-ce que jusqu'à des hommes qui vont plus bouger aussi? Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Alors, en face, la personne voit le changement. Donc si j'accompagne une femme et forcément donc son partenaire voit que son épouse a changé, soit ça lui donne envie de lui aussi de travailler sur lui, soit ça peut l'effrayer. Ouais, d'accord. Ça m'étonne. Et ça, je pense que Anne-Laure, vu que tu fais aussi du yoga Kundalini, t'as dû peut-être voir certaines personnes autour de nous qui nous ont témoigné aussi comment ça s'est passé dans leur couple. Ah oui, complètement. Mais moi, c'est un truc qui me marque beaucoup, c'est que ce soit pour la pratique du Kundalini ou le fait de commencer un coaching, ça bouge. C'est comme un espèce de sable mouvant qui a des résonances, quoi, comme un tremblement de terre avec des secousses un peu partout, et ça peut déranger beaucoup de monde en fait, beaucoup de tes proches qui te voient changer, évoluer, remettre des choses en cause. Mais tout simplement parce qu'en fait, on redistribue les cartes. Ouais. C'est ça qui dérange. C'est pas le changement, parce qu'on est tous très contents lorsqu'on voit des personnes grandir, évoluer, aller plus vers la lumière, se révéler. Enfin, c'est quand même beau de voir ces personnes-là
aller sur ce chemin-là. Ce qui dérange, c'est que les cartes, et en fait, on redistribue les cartes. C'est comme lorsqu'une personne décide d'arrêter de boire de l'alcool. Si tu es tout le temps avec des amis qui boivent et un jour tu leur dis moi j'arrête de boire parce que je sens que ça me fait pas du bien et j'arrête de boire pendant quelque temps, ça va déstabiliser toutes les personnes autour de cette table. Ils vont dire mais pourquoi tu bois pas? Mais pourquoi? Mais attends, mais boire un verre de vin c'est bon pour la santé. Les médecins le disent, mais je comprends pas. C'est pourquoi? Parce que du coup, elle décide de ne plus faire ça et ça dérange l'ensemble et ça change les cartes du jeu. Parce que nous avons tous un rôle lorsque nous sommes avec des personnes. On joue tous un rôle, que ce soit dans notre famille, dans notre couple. Après, Exactement. Il faut en prendre conscience. Sur ton site, il y a une citation qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de Mark Twain. Je cite, « Il existe 2 grands jours dans la vie d'une personne, le jour où elle est née et le jour où elle découvre pourquoi. » Alors, est-ce que tu penses qu'on a tous une mission de vie? Oui, moi je pense qu'on est tous là pour quelque chose. Alors attention dans ce qu'on dit dans mission de vie, on n'est pas tous là pour être thérapeute ou être... en tout cas, quand on parle de mission de vie, c'est qu'on est tous là pour contribuer à faire quelque chose de grand. Et toi, ta mission de vie, si tu devais la nommer, qu'est-ce que tu dirais? Moi, vraiment, je l'ai trouvé, ma mission de vie, c'est l'accompagnement. Qu'est-ce que tu dirais à la Nadine d'il y a 5 ans? Il y a 5 ans, là, attends, laisse-moi faire une soustraction. Il y a 5 ans, c'est marrant. Il y a 5 ans, je dirais à Nadine, il y a 5 ans, tu vois, tu t'es pas du tout imaginé qu'un jour, tu allais être dans l'accompagnement vraiment. Et regarde. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque tu nous parlais tout à l'heure de 2011, qui est quand même une date hyper importante pour toi. Là, tu fêtes d'une certaine façon les 10 ans de ta renaissance. Enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais de ton épanouissement, de ton accomplissement. C'est une belle date. C'est une très, très belle date. Et la belle date aussi, c'était cet été, le 2 août. 2 août 2020. C'était exactement... moi, j'ai quitté le Koweït. Enfin, la guerre a commencé le 2 août 1990. Et forcément, cette date-là, elle a hyper résonné. Et je me suis retrouvée à l'âge de 11 ans. C'est dingue, il y a des événements comme ça dans la vie qui ne nous quittent pas. Et puis, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, j'ai pas envie que ça me quitte cet événement-là parce que j'ai grandi grâce à ça. Ma vie, elle aurait été sûrement autrement et peut-être beaucoup moins intéressante s'il n'y aurait pas eu cette date-là. Qu'est-ce qui t'anime, Nadine ? Sincèrement, ce que je fais, ce qui m'anime et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est tous les accompagnements que je fais avec toutes ces femmes et certains hommes, bien évidemment, mais avec toutes ces femmes. Elles arrivent avec un manque de clarté, avec des choses qui sont lourdes à l'intérieur, lourdes parce qu'elles n'arrivent pas à gérer ce tas d'émotions. Et quand je les vois très rapidement dans l'accompagnement, dans les premières séances, elles commencent à se libérer. Et à la fin, quand on se quitte, alors on se quitte jamais parce que j'ai toujours des nouvelles de mes clientes, mais lorsqu'on se quitte, quand je vois le chemin parcouru, à chaque fois, je suis très heureuse, très, 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 très heureuse pour les personnes. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les préoccupations de tes clientes, elles se ressemblent beaucoup? Tu trouves qu'il y a une évolution? Les femmes ont peut-être envie de prendre de place, de prendre la parole. Qu'est-ce que tu notes en fait dans tes accompagnements par rapport à tes clientes? Moi, je note que la femme d'aujourd'hui, elle veut prendre sa juste place. C'est juste ça qu'elles veulent. Elles ne veulent pas prendre plus de place. Elles ont une juste place à prendre. Et tu penses que le monde d'aujourd'hui, il est prêt à les accepter comme elles sont ou alors il va falloir faire du bruit et prendre sa place? Ah, intéressant. Je pense, malheureusement, faire du bruit, je pense que c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas juste faire du bruit. Faire du bruit parce qu'il faut quand même attirer cette attention sur ce qui se passe, ou plutôt sur ce qui ne se passe pas, plutôt. Donc oui, du bruit, c'est bien, mais on peut aussi agir sans bruit. Être persévérante, déterminée et résiliente. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais je ne m'exprime pas souvent sur ce genre de choses parce que je fais partie, moi, des personnes qui font pas beaucoup de bruit, mais qui travaillent. En fait, je suis quelqu'un qui travaille sans bruit. Qu'est-ce qui m'agace? Beaucoup de choses, sincèrement. C'est, par exemple, qu'une femme en France ne puisse pas adopter un enfant. Ouais.
par exemple. C'est très compliqué. Ce qui m'agace, déjà sur ce sujet-là, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué. Pourquoi on doit justifier de beaucoup de choses, voilà, pour qu'on puisse avancer. Ce qui m'agace, ce qui se passe aujourd'hui avec cette désinformation, malformation, de tout ça, tout ce qui est autour, en fait, de tout ce qu'on vit depuis 1 an et demi, quoi. Ça m'agace aussi. Ça m'agace qu'on nous retire autant de liberté en si peu de temps. Ouais. Voilà. Moi, la liberté, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est très importante. Il y a beaucoup de sujets qui m'agacent, mais j'essaie de faire au mieux pour faire avancer les choses. Et quel genre de fille es-tu, Nadine? Alors, quelle fille je suis? Authentique. Alors, tu vois, l'année dernière, j'étais en train de regarder un peu les archétypes. D'accord. Et l'archétype qui a le plus résonné, c'est Diane. Voilà. Donc, je ne sais pas si Diane Chasseresse? Exactement. D'accord. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je continue sur cette voie et waouh, je sais, franchement, je sais pas. Pour être honnête, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui j'ai envie de dire j'ai tout. Voilà, pour moi, en tout cas aujourd'hui j'ai tout et je suis heureuse et je suis heureuse et je m'épanouis dans ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je ne sais pas, d'être encore plus heureuse. C'est un beau mot de la fin, très positif. Merci Nadine. Merci à toi. Ouais. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!